Le cancer du côlon représente un problème majeur de santé publique en raison de sa fréquence élevée et de son impact significatif sur la population. Il peut être de forme sporadique qui concerne environ 80% des cas et de forme héréditaire qui représente les 20% restants. Sporadique, c'est-à-dire se produisent de manière isolée, sans cause génétique ou héréditaire évidente. En d'autres termes, elle se développe par hasard, généralement en raison des facteurs environnementaux ou liés au mode de vie. Ce cancer se développe le plus souvent à partir des lésions précancéreuses, ce qu'on appelle la séquence adénome-cancer. Cela signifie qu'une tumeur bénigne, comme un polype adénomateux, peut évoluer progressivement vers un cancer invasif. Cette progression met en évidence l'importance du dépistage précoce afin d'intervenir avant que ces lésions ne deviennent malignes. Le diagnostic repose sur plusieurs étapes complémentaires. D'abord, un examen clinique permet d'identifier les signes évocateurs comme des troubles digestifs persistants, des douleurs abdominales ou un saignement dans les selles ou autres. Ensuite, des examens endoscopiques comme la coloscopie qui jouent un rôle en permettant une visualisation directe du côlon et la détection d'éventuelles anomalies. Lors de cette procédure, des prélèvements peuvent être réalisés pour une analyse histologique qui confirme la présence de cellules cancéreuses. Le traitement du cancer du côlon est principalement chirurgical. Il consiste à retirer la partie du côlon atteinte ainsi que les ganglions lymphatiques voisines pour limiter le risque de propagation de la maladie. D'autres approches thérapeutiques telles que la chimiothérapie peuvent être envisagées en fonction de l'étendue du cancer et de l'état général du patient. Le pronostic du cancer du côlon dépend en grande partie de la précocité du diagnostic. Plus la maladie est détectée tôt, plus les chances de guérison sont élevées. D'où l'importance de sensibiliser la population à l'intérêt du dépistage régulier, en particulier chez les personnes présentant des facteurs de risque comme des antécédents familiaux. Le cancer du côlon est une maladie répandue qui occupe une place importante en termes de fréquence et de mortalité. Elle représente la troisième cause du cancer, que ce soit par son incidence ou par son impact sur la mortalité. Chez la femme, elle est le troisième cancer le plus fréquent après le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Chez l'homme, elle se classe au quatrième range, après les cancers de poumon, de la prostate et de la vessie. Concernant l'âge, ce type de cancer est relativement rare, avant de 45 ans. Cependant, son incidence augmente de manière significative avec l'avancée en âge, atteignant un pic autour de l'âge moyen de 70 ans. En ce qui concerne la répartition entre les sexes, on note un sexe ratio équilibré, avec une incidence similaire chez les hommes et les femmes. Cela signifie que les hommes et les femmes sont affectés de manière comparable, bien que les facteurs de risque spécifiques puissent légèrement différer selon le sexe. Les facteurs de risque de cancer du côlon peuvent être classés en plusieurs catégories selon leur gravité. Un risque moyen, ce niveau de risque est principalement lié à l'âge, en particulier chez les individus de plus de 50 ans, chez qui l'incidence de ce cancer augmente considérablement. Un risque élevé, chez les patients avec des antécédents personnels ou familiaux. Les personnes ayant des antécédents d'adénome, c'est-à-dire des lésions précancéreuses ou des cancers colorectaux, sont davantage très exposées. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ce qu'on appelle MICI, notamment la rectocolite hémorragique ou l'RCH, avec un risque plus important que dans la maladie de Crohn, augmentant également la susceptibilité. Un risque très élevé chez certains patients avec des prédispositions génétiques, comme le syndrome de Lynch et la polypose adénomateuse familiale, une maladie génétique rare caractérisée par l'apparition de multiples polypes dans le côlon. Il existe d'autres facteurs, tels que des facteurs de risque exogènes liés au mode de vie et l'alimentation. Une alimentation riche en protéines animales, en charcuterie et une consommation excessive d'alcool sont associés à un risque accru. L'obésité et le tabagisme constituent aussi des facteurs aggravants. Certains éléments peuvent réduire le risque de développer un cancer de côlon. Une alimentation riche en fibres, comme les fruits, les légumes, les céréales complètes, favorise la santé du côlon. Une activité physique régulière contribue à une meilleure régulation du métabolisme et diminue les risques liés à l'inflammation et à l'obésité. L'aspirine, à faible dose et sous surveillance médicale, peut avoir un effet protecteur. Enfin, un traitement hormonal substitutif utilisé pendant plus de 10 ans chez les femmes ménopausées semble également être associé à une réduction du risque de cancer du côlon, bien que ce bénéfice doit être évalué par rapport aux autres risques liés à ce traitement. Le cancer du côlon peut se révéler par plusieurs signes. L'hémorragie digestive basse, souvent discrète, est un signal d'alerte. La recturgie peu abondante ou le mélanat, même si une cause semble évidente, nécessite une investigation approfondie pour écarter toute pathologie grave sous-jacente. Les douleurs coliques intermittentes, souvent négligées, peuvent refléter des modifications du fonctionnement intestinal liées à la présence de la tumeur. À cela s'ajoutant des troubles de transit, comme l'apparition ou l'aggravation récente d'une constipation.
constipation, une alternance déroutante entre diarrhée et constipation, signe fréquemment associé à une obstruction partielle du côlon. Les signes généraux témoignent de l'impact systémique de la maladie, une altération de l'état général, un syndrome anémique ou même une fièvre prolongée due à des surinfections locales pouvant alerter sur une évolution préoccupante. Lorsque le cancer progresse, il peut entraîner des complications comme une occlusion intestinale, une perforation ou encore la formation de fistules, rendant le tableau clinique encore plus alarmant. Enfin, au stade métastasique, le cancer peut s'étendre au foie, aux poumons et parfois même aux ganglions, comme le ganglion de Troisier. En ce qui concerne les signes physiques du cancer du côlon, ils sont variés en fonction de la localisation et l'étendue de la tumeur. Une masse constante, profonde et régulière peut être palpée, généralement au niveau de la fosse iliaque gauche. Bien que sa présence ne soit pas systématique, il peut être difficile à détecter, en particulier dans les stades précoces. Cette masse peut être sensible au toucher. Le toucher rectal, parfois associé à un toucher vaginal, permet de détecter des anomalies dans la région pelvienne. Un prolapsus de la tumeur dans le col de sac de glace peut être détecté. En ce qui concerne les signes d'extension du cancer du côlon, ils doivent être recherchés activement. L'hépatomégalie due à la présence de métastases hépatiques, des adénopathies, notamment au niveau de l'aire ganglionnaire de Troisier, peut être un signe de propagation du cancer. La présence d'acide ou de carcinose péritonéale, souvent observée dans les stades avancés, indique une dissémination péritonéale et un pronostic plus sombre malheureusement. Les examens complémentaires permettant de confirmer le diagnostic et de rechercher des complications possibles. L'endoscopie avec biopsie colique est l'examen de référence pour confirmer le diagnostic du cancer du côlon. Elle permet une exploration complète du cadre colique, offrant une vue détaillée des lésions. Permet d'évaluer l'aspect, le siège et l'étendue de la tumeur. Des biopsies systématiques doivent être effectuées sur toutes les lésions suspectes et envoyées pour un examen anatomopathologique. Si techniquement possible, une résection complète des polypes doit être réalisée afin de retirer les lésions précancéreuses et réduire les risques potentiels. En cas de coloscopie incomplète, la coloscopie virtuelle devient une alternative. Cet examen repose sur un scanner en URM permettant une exploration non invasive. Le traitement informatique des images génère des représentations tridimensionnelles du côlon, simulant ainsi l'aspect d'une coloscopie traditionnelle. Cet examen est particulièrement utile pour les cas où une coloscopie conventionnelle est impossible ou incomplète. Le lavement opaque permet une étude anatomique du côlon et de la fin de l'intestin grêle, bien qu'il n'offre pas d'analyse histologique. Sa place reste restreinte et elle est principalement utilisée lorsque la coloscopie est incomplète ou difficile à réaliser, ou encore lorsqu'il comporte de risques. Elle est de plus en plus remplacée par des techniques d'imagerie plus modernes comme la tomodensitométrie ou l'IRM abdominal qui offrent des résultats plus précises et moins invasifs. Les examens biologiques permettant d'évaluer l'état général du patient et détecter d'éventuelles complications. L'NFS et CRP permettant d'explorer un éventuel syndrome inflammatoire ou une anémie microcytaire qui peut être causée par une carence maxiale due à des hémorragies récurrentes ou un processus inflammatoire associé au cancer. Un hémogramme, l'urée, la créatinine et un bilan hépatique réalisé pour évaluer la fonction rénale et hépatique, souvent impactée par la maladie. Les marqueurs tumoraux sont parfois utiles pour le suivi médical, bien que cet examen ne soit pas diagnostique, il est quasiment systématique. En ce qui concerne le bilan d'extension, a pour but d'évaluer la propagation du cancer du côlon et déterminer l'approche thérapeutique la plus appropriée. L'écho-endoscopie est un examen sensible et précis pour évaluer l'extension pariétale et rechercher un envahissement des ganglions lymphatiques voisins. En cas de cancer du côlon droite ou de l'angle droite en contact avec le duodénum, une endoscopie œsogastro-duodénale peut être réalisée pour explorer le duodénum et l'œsophage. L'échographie abdominale et surtout hépatique est souvent utilisée pour rechercher des métastases hépatique. La TDM ou la tomodensitométrie thoraco-abdominopelvienne, ou ce qu'on appelle TAP, est l'examen de référence pour le bilan d'extension. Elle permet une évaluation détaillée de l'extension générale et loco-régionale. Elle permet de chercher principalement des métastases hépatiques pulmonaires et des signes de carcinose péritonéale. La TDM peut également détecter l'envahissement des tissus voisins, des parois pelviennes et abdominales, ainsi que localiser précisément la tumeur primaire. L'IRM rectal est indiqué en cas de doute concernant une lésion de la charnière recto-sigmoïdien, en particulier lorsque une lésion de haut rectum est suspectée. Le PET scan a un rôle dans l'évaluation de l'opérabilité, de l'extension, de la récidive et des métastases. Il permet de détecter les zones d'activité tumorale et d'évaluer l'efficacité du traitement. Autres examens complémentaires peuvent être réalisés en fonction de la présentation clinique spécifique du patient.
La prise en charge du cancer du côlon repose sur une décision collective prise au cours d'une réunion de concentration pluridisciplinaire. L'objectif principal est d'opter pour un traitement curatif lorsque cela est possible. Le traitement endoscopique constitue une option pour les tumeurs localisées et certains cas spécifiques. L'exérèse endoscopique est réalisée dans le cas d'un adénome dégénéré. Ce traitement est considéré comme suffisant si la tranche de section est sainte, c'est-à-dire exempte de cellules tumorales résiduelles. En cas de cancer avancé avec obstruction intestinale, des interventions telles que la mise en place d'une prothèse endoscopique ou le fourrage au laser peuvent être utilisées pour établir le transit et soulager des symptômes. La chirurgie reste le traitement curatif principal pour la majorité des patients. La chirurgie est réalisée soit par coloscopie ou laparotomie selon les cas. L'objectif est d'effectuer une exérèse carcinologique monobloc en respectant les marges de sécurité de moins 5 cm autour de la tumeur. Cette intervention est associée à un curage lymphatique complet et une ligature vasculaire, assurant ainsi l'élimination maximale des tissus potentiellement envahis. Le choix de type de résection dépend de la localisation et de l'extension de la tumeur. L'hémicolectomie droite ou gauche, c'est-à-dire une exérèse de la moitié du côlon selon la localisation de la tumeur. Une colectomie segmentaire consiste à une résection d'un segment spécifique du côlon. Et une colectomie subtotale ou totale consiste à un retrait quasi-complète ou complète du côlon, parfois associée à une protectomie ou exérèse de rectum. Toutes ces interventions peuvent être suivies d'une anastomose permettant de rétablir la continuité digestive. Dans les situations où le cancer ne peut pas être traité de manière curative, la prise en charge palliative permet d'améliorer la qualité de vie du patient en soulageant les symptômes et en traitant des complications associées. Les exérèses de propreté sont réalisées pour réduire les symptômes causés par la tumeur. Lorsqu'une tumeur obstructive est identifiée, des interventions peuvent être envisagées. Ces interventions comprenant des dérivations internes ou externes pour contourner l'obstruction ou la mise en place d'une prothèse endoluminale afin de rétablir un passage intestinal. En cas d'abcès ou de collection secondaire à la tumeur, le drainage scanoguidé peut également être réalisé. Le traitement adjuvant complète la chirurgie pour optimiser les chances de succès thérapeutique et minimiser les risques de récidive. La chimiothérapie, lorsqu'elle est administrée après la chirurgie, s'appelle la chimiothérapie adjuvante, visant à éliminer les cellules tumorales résiduelles et à prévenir les récidives. Une chimiothérapie néoadjuvante est utilisée avant la chirurgie pour réduire la taille de la tumeur et faciliter son exérèse. En revanche, la radiothérapie n'a généralement pas de rôle majeur dans le traitement du cancer du côlon. Elle peut toutefois être utilisée dans des contextes spécifiques. En ce qui concerne le traitement des métastases, il est aussi important pour prolonger la survie et l'amélioration de la qualité de vie. Lorsque des métastases sont accessibles et localisées, la résection chirurgicale est privilégiée. Lorsque la chirurgie n'est pas possible, des alternatives thérapeutiques incluant la chimio-embolisation, une méthode combinant chimiothérapie locale et embolisation des vaisseaux nourricières des métastases. D'autres techniques comme la chimiothérapie intra-artérielle, la radiofréquence ou la cryothérapie permettant de cibler et de détruire les lésions métastasiques de manière précise. En ce qui concerne les indications de traitement, dans les cas où aucune métastase n'est présente, la prise en charge repose sur la résection chirurgicale associée à un curage ganglionnaire. Pour les cancers non compliqués et non métastasiques, le traitement de référence est la chirurgie à visée curative, parfois suivie d'une chimiothérapie adjuvante pour réduire le risque de récidive. En revanche, lorsque le cancer est compliqué, la priorité est donnée à la gestion des complications par la chirurgie. Le traitement carcinologique peut alors être déféré et réalisé dans un second plan une fois les complications maîtrisées et l'état de patient stabilisé. Pour les cancers au stade métastasique, la stratégie thérapeutique est déterminée par la résicabilité des métastases. Lorsque les métastases peuvent être retirées chirurgicalement, le traitement commence généralement par une chimiothérapie néoadjuvante. Ce traitement vise à réduire la taille des métastases pour faciliter leur résection et améliorer les résultats chirurgicaux. Après la chirurgie, une chimiothérapie adjuvante est souvent administrée pour éliminer les éventuelles cellules tumorales restantes et prévenir les récidives. Dans les cas où les métastases ne peuvent pas être retirées chirurgicalement, le traitement est palliatif. La chimiothérapie permet un ralentissement de la progression de la maladie. Une fois le traitement terminé, une surveillance rigoureuse pour détecter précocement toute récidive en basant sur des examens cliniques, des investigations paracliniques. L'examen clinique reste un pilier incontournable lors des consultations régulières. Sur le plan paraclinique, des échographies abdominales ou des scanners thoraco-abdominopelviens sont réalisés tous les 3 mois au cours des 3 premières années. Parallèlement, une coloscopie est également planifiée dans ce cadre pour surveiller l'état du côlon. Le dosage de l'antigène carcino-embryonnaire est effectué à des intervalles réguliers, tout en gardant à l'esprit que leur élévation peut signaler une récidive. En cas d'élévation isolée de l'antigène carcino-embryonnaire, malgré une hémorragie normale, un PET scan est recommandé pour localiser une éventuelle récidive invisible aux techniques standards.
En ce qui concerne le dépistage du cancer de côlon, elle est stratifiée en fonction du niveau des risques. Chez les sujets à risque moyen, le test Hémoculte est utilisé comme première étape. En cas de résultat positif, une coloscopie est systématiquement réalisée pour confirmer ou exclure la présence des lésions précancéreuses ou cancéreuses. Chez les sujets à risque élevé, une coloscopie est directement indiquée comme méthode de dépistage en raison de leur probabilité accrue de développer un cancer colorectal. Et finalement, chez les sujets à risque très élevé, c'est-à-dire ceux présentant un syndrome de Lynch, une coloscopie est réalisée tous les 2 ans à partir de l'âge de 25 ans. Et en cas de présence de polypose adénomateuse familiale, les patients doivent subir une première coloscopie dès la puberté, par la suite de façon annuelle jusqu'à l'âge de 40 ans. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oubliez pas de regarder cette vidéo ici. Merci et à la prochaine.